Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, ravi de vous retrouver. Que s'est-il passé Sybille dans le monde de l'art cette semaine? Alors les annonces ne s'arrêtent pas pour le groupe Drouot. D'abord, Alexandre Giquiello, qu'on a reçu sur ce plateau il y a quelques mois, a été réélu président de Drouot. Ensuite, ils ont fait les annonces du bilan du premier semestre en hausse par rapport à 2022. On y reviendra dans quelques instants. Et puis surtout, c'est l'annonce d'une prise de participation à hauteur de 30% au capital du groupe par deux fonds, Vesper Investissement et le groupe Chevrillon. Cette décision a été prise lors de l'Assemblée générale des actionnaires qui a eu lieu le 6 juillet dernier. L'opération donnera au groupe plus de moyens pour accompagner les commissaires-priseurs. L'objectif est aussi de permettre le développement de l'hôtel des ventes Drouot, d'abord dynamiser la plateforme digitale et puis aussi étendre ses activités sur toute la chaîne de valeur des ventes aux enchères, donc du stockage à la livraison d'œuvres d'art. Des membres des fonds devraient prochainement intégrer le conseil d'administration du groupe. L'hôtel Drouot, Sybille, qui repose sur un modèle très particulier. Oui, alors l'hôtel Drouot est fondé en 1852 au cœur de Paris. L'hôtel figure parmi les plus anciennes institutions dédiées à cette activité. L'hôtel des ventes concentre en fait le plus grand nombre de vacations physiques dans un seul et même lieu. Le groupe vient de publier ses résultats du premier semestre. 74 maisons de vente sont intervenues à l'hôtel Drouot. Elles ont organisé à peu près 500 ventes pour un produit total de 338 millions d'euros. Les ventes en live et les ventes online comprises, c'est une augmentation de 14% par rapport à 2022. Et nous continuons avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Paris Plus a dévoilé son programme Hors les murs, Sybille. Oui, alors c'est un programme public assez riche pour cette deuxième édition. En plus des galeries qui seront présentes dans le Grand Palais éphémère, plusieurs lieux de la ville seront investis avec deux nouveaux sites cette année, le Palais de l'Iéna et le Parvis de l'Institut de France. Le Palais de l'Iéna accueillera des œuvres in situ de Daniel Buren et Michelangelo Pistoletto sous le commissariat de l'historien d'art Mathieu Poirier et soutenu par la galerie Continua. Et le Parvis de l'Institut de France recevra la sculpture textile monumentale de Sheila X, représentée par la galerie Franck Elbaz. Et alors si on continue avec Paris Plus, toujours, qu'en est-il des lieux habituels, Sybille ? Alors au Jardin des Tuileries, ce seront 25 artistes qui seront présentés autour d'une exposition titrée La 5e saison. Elle a été imaginée par Annabelle Ténez, actuellement directrice des abattoirs, mais qui sera ensuite directrice du Louvre-Lens. L'exposition est pensée pour que les œuvres prennent corps avec le jardin et son habitat. Ensuite, il y aura une installation multimédia de Jessica Warboys, présentée par Gaudel des Stampa à la chapelle des Petits Augustins aux Beaux-Arts de Paris. Une sculpture Wave sera présentée, une sculpture monumentale en aluminium d'Ours Fischer, exposée place Vendôme. Et aussi, autre nouveauté, le programme Conversation aura lieu cette fois-ci au Centre Pompidou. Pour rappel, Paris Plus Parade Basel aura lieu au Grand Palais éphémère du 20 octobre au 22 octobre 2023 pour l'ouverture publique. Actualité dans le monde de l'art, toujours, l'Observatoire du marché de l'art à présent pourrait être relancé, Sybille. Oui, alors l'Institut Art et Droit a lancé un appel pour réactiver l'Observatoire du marché de l'art. Alors, Art et Droit, c'est une association qui a été créée en 1996, qui a pour objectif de créer des lieux d'échange professionnels autour de sujets juridiques et fiscaux liés au monde de l'art. Et cette association a remarqué, pour eux, il faudrait rétablir des échanges entre les organisations professionnelles du marché de l'art et les pouvoirs publics. Et donc, la demande a été transmise au ministère de la Culture. Le cabinet du ministère a d'ailleurs répondu. L'Observatoire du marché de l'art sera très prochainement rétabli et le service des musées de France organisera une première réunion dès le mois de septembre 2023. Un mot peut-être pour rappel, pourquoi l'Observatoire du marché de l'art n'était plus actif ? Alors l'instance a été suspendue tout simplement pendant le Covid, mais ce n'a pas été rétabli depuis. Pourtant, ça a été créé en 90. L'Observatoire du marché de l'art réunissait à la fois les représentants des principales organisations du marché de l'art et le représentant de l'État concernant ce secteur.
et il s'organisait autour de différentes réunions régulières chaque année et avait pour mission d'améliorer la connaissance du marché de l'art et surtout d'examiner les données économiques du secteur notamment. Merci Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Herskovitch. Bonjour Corinne Herskovitch. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocate et présidente de l'association Astre. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur ce plateau sur des sujets notamment de recherche ou d'enquête sur la provenance des œuvres qui peuvent parfois mener à des restitutions, notamment lorsque les œuvres ont été spoliées dans différentes guerres et notamment lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Une loi cadre vient d'encadrer un petit peu ces sujets, si je puis dire, en France. Une loi cadre adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en matière de déclassement des œuvres des collections publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que va apporter, ce que va permettre cette loi cadre ? Comme vous le rappeliez, les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire pillées par les nazis, aryanisées par le gouvernement du maréchal Pétain, enfin tout ce qui avait été appréhendé pendant la Deuxième Guerre mondiale, est revenu un peu sur le devant de la scène depuis la fin des années 90. Des œuvres ont été revendiquées par des ayants droit, restituées. Mais en France, un problème se posait, c'est que lorsque une œuvre spoliée est propriété d'une collection publique, elle ne pouvait pas être restituée sans une loi spécifique, parce que les œuvres des collections publiques sont inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas sortir des collections sans y être autorisées par une loi. Une loi spécifique pour chaque œuvre à chaque fois. Une loi spécifique pour chaque œuvre qui s'avérait restituable. Et donc, depuis déjà plusieurs années, le ministère de la Culture réfléchissait à une loi cadre qui permettrait de ne pas mettre à mal ce principe de l'inaliénabilité qui est très important pour la protection des œuvres des collections nationales, mais pour éviter tout de même d'avoir à chaque fois à promulguer une loi spécifique pour la restitution d'une œuvre. Et donc, cette loi cadre a pour objet d'encadrer justement le déclassement, c'est-à-dire la sortie des œuvres des collections nationales, dès lors qu'une œuvre est considérée comme devant être restituée. Et maintenant, donc elle a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Qu'est-ce qui reste à faire pour que vraiment elle soit effective ? Le gouvernement doit la promulguer, et donc ce qui devrait arriver incessamment sous peu, puisque ce qui est assez remarquable, le Sénat comme l'Assemblée nationale ont voté ce projet de loi à l'unanimité. Et maintenant, qu'est-ce qui resterait à faire ? Est-ce que cette loi apporte les détails nécessaires pour vraiment encadrer tout le sujet des restitutions ? Oui, enfin, pas tout le sujet des restitutions. Uniquement, encore une fois, c'est une loi cadre qui va permettre de déclasser, alors pour l'instant, les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais l'idée est de faire appliquer cette loi cadre pour les 3 domaines qui aujourd'hui apparaissent comme devant être réformés justement en termes de déclassement, c'est-à-dire les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, les restes humains. On se souvient peut-être de cette jurisprudence de Sarja Barjin, qui était cette femme importée, c'est affreux de le dire comme ça, mais c'est réellement ce qui s'est passé, une femme qui a été importée d'Afrique du Sud pour être exposée dans des foires au XIXe siècle parce qu'elle présentait des caractéristiques physiques particulières. Et puis elle a été gardée par le musée d'histoire naturelle pendant des années. Et sa tribu d'Afrique du Sud, sa communauté d'Afrique du Sud a réclamé son squelette, enfin ses restes humains. Et il a fallu une loi particulière, puisqu'elle faisait partie de la collection du Muséum d'histoire naturelle. Il a fallu une loi particulière. De la même manière, les têtes maoris, qui ont été revendiquées par la Nouvelle-Zélande, là aussi, il a fallu une loi particulière pour autoriser les muséums d'histoire naturelle partout en France à restituer les têtes. Et donc là, c'est un remède finalement à cette difficulté qui était rencontrée chaque fois qu'une œuvre devait sortir des collections nationales, que ce soit les restes humains, donc les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou les œuvres, ce qu'on appelle les biens étrangers, c'est-à-dire collectés pendant les colonisations. Il fallait trouver une solution. Donc c'est une première, ce projet est la première des lois cadres. Parce qu'il y aura donc 3 lois cadres, si je comprends bien, et là, la première loi cadre concerne uniquement les œuvres spoliées durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça concerne uniquement les œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais au fond, ça met en place une procédure qui sera identique, j'imagine, pour chaque catégorie. Oui, parce que là, c'est la première qui a été voilà, c'est la véritablement... première. La différence sera à chaque fois de trouver l'organisme qui va
décider de la restituabilité d'une œuvre. Oui, parce Et qu'à ensuite, chaque fois, il faut passer devant une commission quand même qui va pouvoir... il faudra faire une étude historique, une recherche de provenance. Justement, c'est un peu l'enjeu de cette loi. Et alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, on a dans les collections publiques des œuvres dont la recherche de provenance a établi que dès que la loi sera promulguée, il faudra les sortir des collections publiques? Alors, je vous avoue que je ne suis pas encore dans le secret des dieux, mais D'accord. j'imagine qu'il y a déjà des Est-ce œuvres qui qu'on sont a un identifiées. nombre, est-ce qu'on sait à peu près combien il y aurait d'œuvres qui seraient possibles? Probablement. Probablement. C'est très difficile à savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine des œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ce sont des œuvres qui auraient une provenance douteuse entre 33 et 45, c'est-à-dire qui auraient potentiellement été spoliées à des Juifs sur tout le territoire de l'Europe, ce qui est quand même très important, et qui auraient circulé ensuite, après la libération, et qui auraient pu être acquises depuis 1945 par les musées français. Donc potentiellement, ça peut être beaucoup de numéros d'inventaire. Pour les restes humains, c'est là aussi, il faudrait faire un inventaire, mais il y a beaucoup de restes humains qui sont conservés dans les muséums d'histoire naturelle en France. Et puis sur les collectes coloniales, là aussi, quand on sait que le musée du Quai Branly regroupe à peu près 400 000 numéros d'inventaire, on imagine qu'il y aura beaucoup de travail. Et vous, en tant qu'avocate, quel est votre rôle en fait? C'est des ayants droit qui se tournent vers vous pour les aider à faire tout le cheminement? Absolument, ce sont des ayants droit ou des ayants droit ou des personnes qui sont directement concernées, qui sont confrontés à un peu un mur, savoir comment retrouver les preuves, parce qu'il faut quand même démontrer, avoir des preuves de, premièrement, la spoliation, deuxièmement, la propriété. Il faut que la personne qui revendique puisse démontrer qu'il est propriétaire ou qu'il a été propriétaire de l'œuvre. Donc il y a un enjeu historique et en histoire de l'art, recueillir toutes les preuves, c'est-à-dire les documents d'archives, faire ce qu'on appelle la recherche de provenance de l'œuvre, la traçabilité de l'œuvre. C'est à vous de faire ça, même en tant qu'avocat? Non, moi je fais appel, j'en ai fait, j'ai été confrontée, j'en ai fait de manière empirique, puisqu'il y a eu un moment où il n'y avait pas vraiment de chercheurs de provenance dans ce domaine-là. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'il fallait faire de manière très professionnelle, que c'est une discipline en soi qui est au croisement de l'histoire de l'art, du droit, de l'anthropologie, de l'archivistique. Et donc, petit à petit, se sont mises en place des formations, notamment très récemment une formation à l'Université de Nanterre, à l'École du Louvre. Et donc, c'est un métier en devenir. Les gens commencent à se former à ce métier. Donc, il y a la recherche de provenance pour recueillir les preuves de la traçabilité de l'œuvre. Et puis ensuite, il faut pouvoir revendiquer. Et là, il y a une procédure. Comment se passe cette procédure, justement, quand... Vers qui on se tourne Oui, déjà, c'est ça. tout Voilà, bêtement. justement, c'est là que éventuellement j'interviens pour prendre contact avec l'institution muséale qui conserve l'œuvre, apporter non seulement les preuves de la traçabilité et de la propriété, mais également des raisons pour lesquelles cette œuvre devrait être restituée. Donc il y a des critères, il y a tout un tas de raisons historiques et juridiques. Et puis ensuite, si l'institution si la négociation n'aboutit pas, saisir éventuellement les tribunaux pour revendiquer et faire condamner l'institution à restituer. Et comment faire pour que les œuvres, favoriser l'identification de ces œuvres? Est-ce qu'il faut vraiment faire de la pédagogie auprès des ayants droit, parce que peut-être qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils ont des œuvres qui ont été spoliées dans leur famille? Je pense qu'il faut pousser tous les intervenants du marché, tous les intervenants de la circulation des biens culturels à travailler de plus en plus sur cette recherche de provenance pour que la transparence se fasse. Et les musées sont en première ligne. Il faut que les musées travaillent sur la provenance de leurs œuvres et affichent toutes les informations qu'ils trouvent sur la provenance. D'abord, c'est très intéressant. C'est une dimension en plus dans le musée. Jusque-là, on s'intéressait à l'histoire de l'art, on s'intéressait à l'esthétique de l'œuvre, mais s'intéresser à sa traçabilité dans l'histoire, c'est très intéressant aussi. Très rapidement, avant de conclure, pour que ce soit clair, la charge de la preuve est aux ayants droit déclarés, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un doute dans la traçabilité de la provenance de l'œuvre pour potentiellement estimer qu'elle n'a plus sa place dans une collection publique. Il faut qu'on puisse prouver qu'elle a appartenu à un moment quand même à la famille qui réclame l'œuvre. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que le temps a passé. Si on ne parle que des œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1945, 2023, on est déjà 80 ans plus tard.
Donc, rapporter une preuve absolue est très difficile. Il faut rapporter un faisceau d'indices graves et concordants. Voilà, donc c'est toutes ces Ce sont les termes avec lesquels il faut jongler. Voilà. Merci beaucoup Corinne Herskovich de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate et présidente de l'association Astre. Merci beaucoup. Merci également Sybille Aoudjan de nous avoir accompagnés donc dans l'art à la une qu'on pourra retrouver à la rentrée sur Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.